7e épisode de notre grande série consacrée aux paysans bretons pendant la Première Guerre mondiale. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Dans notre précédent numéro, nous avions abordé le sujet de la course à la mer. Et on voit sur cette carte dynamique du ministère des Armées à quel point elle a été sanglante. Je vous mettrai le lien en description à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, nous allons parler des combats de nos soldats de Saint-Laurent-Plémy, en Artois, aux alentours d'Arras. Si vous avez suivi les précédents volets de notre émission, vous commencez à connaître un peu mieux Pierre Veillon et Jean Doré. Tous deux figurent dans la 19e division d'infanterie, elle-même incorporée dans le 10e corps d'armée, commandé par le général Desforges, qui décédera l'année suivante d'ailleurs. En attendant, il est remplacé par le général Virbel le 11 novembre 1914. Notons enfin que ce 10e corps d'armée fut dirigé de 1910 à 1912 par le prestigieux général Lyautey. Général Lyautey, dont Clémenceau fit l'éloge en ces termes. Voilà un homme admirable, courageux, qui a toujours eu des couilles au cul, même quand ce n'était pas les siennes. Mais cela ne nous regarde pas. Quoi de mieux qu'une carte aussi schématique soit-elle pour vous montrer où se battent nos soldats bretons. Il y a bien cette carte beaucoup plus précise et fidèle, mais il faut avoir de bons yeux. Peu à peu, le front se stabilise sur 700 km de la frontière suisse jusqu'à la mer du Nord. Et à partir de fin novembre, on assiste à une généralisation de la guerre de position, c'est-à-dire de la guerre de tranchées, par opposition à la guerre de mouvement qui prévalait jusqu'alors. Alors, pour ce qui est de dater le début de la guerre de tranchées, il y a à ce sujet autant d'hypothèses que pour la date de la chute de l'Empire romain. Est-ce pendant la course à la mer, du mois d'octobre 1914? Est-ce pendant la bataille des Flandres, de mi-octobre à fin novembre, où on se bat à Ypres et à Messine, dans un tout petit bout de Belgique? Est-ce encore à l'approche de l'hiver, quand les troupes du Deuxième Reich allemand et celles de la Troisième République française sont manifestement à bout de souffle? Selon l'historien Laurent Guillemot, ce sont les Allemands qui, dès après la bataille de la Marne, vont prendre au sérieux cette histoire de tranchées. Il nous explique pourquoi. Car après avoir reculé, les Allemands n'ont plus qu'une idée en tête, s'accrocher au terrain coûte que coûte. Pourquoi on passe d'une guerre de mouvement à une guerre de position? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut plus passer ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que le premier affrontement oppose des gens qui sont en train de bouger. Et donc, à un moment donné, ils ne peuvent plus avancer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils creusent. Et puis, de l'autre côté, on attaque, mais on ne peut pas progresser non plus. Donc, on creuse aussi. À ce moment-là, pour être sûr de pouvoir dormir tranquillement, on met quand même des fils de fer barbelés. Ça devient des endroits infranchissables, sauf si on les bombarde pendant un certain temps. On s'enterre parce qu'on se neutralise, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Français, peut-être, sont moins bien organisés que les Allemands, mais au mois de septembre, au mois d'octobre, ils ont compris. Donc, en dehors de la performance des tranchées qui n'est pas de même efficacité d'un côté ou de l'autre, les hommes organisent leur position. Avant d'attaquer, si l'on peut dire, la première bataille d'Artois, ce sont pour nos régiments du 48e et du 70e des combats de rencontre, des attaques surprises. Et tout cela, faute de renseignements efficaces. En effet, la cavalerie française qui jouait ce rôle a été à peu près anéantie pendant la bataille des frontières, dont nous avions parlé pendant le 4e épisode. Notre historien limousin Jacques Tarrot, grand connaisseur de la guerre 14-18 jusque dans ses moindres détails, nous éclaire sur ce point. La cavalerie a eu de pertes, elle a eu un peu de pertes au début parce qu'elle a été d'ailleurs cramée pratiquement par... là on peut dire que j'offre à sa responsabilité une très très mauvaise utilisation de la cavalerie, bien moins bonne que la cavalerie allemande, beaucoup meilleure au combat, mais en termes d'utilisation tactique, elle a été brûlée, dépensée, hommes et chevaux, surtout chevaux d'ailleurs, avec des allers-retours, ça se mesure en centaines de kilomètres. Les Allemands progressent, ils creusent des tranchées à chaque fois qu'ils s'arrêtent, ils posent leur mitrailleuse là, et leur service de renseignement est plus performant que le service de renseignement français. C'est-à-dire que si une troupe française avance, on le voit par exemple avec la course à la mer, où il y a encore des affrontements de rencontres, où on ne sait pas trop où sont les troupes, mais les Allemands sont
toujours plus ou moins en embuscade. C'est-à-dire, ils avancent la nuit, voilà, mais ils sont toujours, ils sont mieux organisés. Les 48e et 70e régiments d'infanterie sont donc aux alentours d'Arras. Commençons par le 48e régiment d'infanterie de Guingamp. Après avoir subi, début octobre, 565 pertes, 565, et par perte, on entend tués, blessés, disparus, prisonniers, Pierre Veillon et ses camarades vont à partir du 10 octobre jusqu'au fin décembre alterner cantonnement et tranchées. Tranchées, cantonnement, cantonnement, tranchées, etc. D'abord les cantonnements de Berneville, Varlus et Bailleulmont pour aller dans les tranchées de Brétancourt, Bellacourt et Berlebro. Qui dit cantonnement et retour à l'arrière ne dit pas forcément repos. Il faut à ce sujet absolument lire les cahiers de guerre de Louis Barthas, ancien combattant. En effet, les soldats sont occupés à des travaux de terrassement, de tranchées, de mise en place de fils de fer barbelés, de construction d'abris, de corvées en tout genre, de gardes, d'exercices. À cette époque, il est difficile de faire du gras dans l'armée. Qu'il neige, qu'il grêle, qu'il vente ou qu'il pleuve, il n'est pas rare que les soldats dorment par terre ou dans la boue, ou encore dans des étables ou maisons menaçant de s'effondrer. Là encore, je vous renvoie au formidable livre de Louis Barthas. On peut dire que les Bretons ont empêché que la ville d'Arras tombe aux mains des Allemands. Car le 70e régiment d'infanterie de Vitré, où combat Jean Doré, est lui aussi soumis à rude épreuve, puisqu'il combat aux côtés du 71e de Saint-Brieuc et du 41e régiment d'infanterie de Rennes, dans le même secteur et sans le moindre répit. Dans la commune de Ransard, à 3 km des positions tenues par son voisin Pierre Veillon, du 7 octobre au 9 novembre 1914, Jean Doré ne va pratiquement jamais quitter sa tranchée. Une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis 5 attaques en 15 jours, qu'on en juge. 2 octobre, 152 pertes. 13 octobre, 145 pertes. 25 octobre, 180. 29 octobre, 60 pertes de plus. La multiplication des offensives et le maintien sur le front sans possibilité de repos a sans doute très rudement éprouvé Jean Doré, qui va le 12 novembre 1914 croiser Pierre Veillon, car son régiment est en train de relever le 48e de Guingamp. Alors pourquoi le 48e régiment d'infanterie de Guingamp est-il relativement épargné par rapport aux autres régiments bretons? Car depuis le début de la guerre, il a été dans tous les coups durs. Qu'on en juge par les renforts envoyés, alors que dès le 10 octobre, la moitié du régiment est hors de combat. 204 hommes en renfort le 26 octobre 1914, 202 le 30 octobre, 200 le 4 novembre, 449 le 13 novembre, 469 le 15. Tout cela, ce sont autant de soldats tués, blessés ou prisonniers que sur un régiment de 3000 hommes, il a fallu remplacer. Je vous laisse faire le calcul. Parmi toute cette détresse, parmi toutes ces tueries, il va enfin y avoir un moment de réconfort pour Pierre Veillon. Car parmi ces renforts, les nouvelles recrues Ange Queuret et Pierre Chapin ont quitté le centre d'instruction militaire du 48e régiment d'infanterie de Guingamp, puis sont arrivés en gare de Saint-Brieuc, puis celle de Rennes, etc., etc. Ces photos que j'ai retrouvées étaient cachées depuis un siècle dans une vieille armoire normande, dans l'ancien cellier où Ange Queuret avait ses fûts à cidre et ses bouteilles de gouttes. Sur cette carte postale photographique, c'est toute une section du 48e qui a été photographiée. Et elle est importante pour 3 raisons. D'abord, au premier rang à gauche, on voit Pierre Veillon à côté de son copain et voisin Ange Queuret. On n'y trouve pas Pierre Chapin, qui ne devait pas se trouver dans la même section, mais revenons à ce qui est écrit au dos de la carte postale qu'Ange Queuret envoie sa famille, de Saint-Laurent-Plémy. C'est un texte simple et émouvant. Je cite. « Chers parents, je vous écris pour vous donner de mes nouvelles qui sont très bonnes. Vous donnerez bien le bonjour à Matao Jean et vous lui direz que je pense toujours à lui. Vous m'enverrez une chemise et une paire de chaussettes, si vous pouvez. » Et il ajoute en écrivant, en haut de la carte postale, « Je vois Pierre Veillon vendredi au soir et Pierre Chapin. » La deuxième raison pour laquelle cette carte postale est si importante, c'est qu'elle marque l'acte de naissance de l'histoire du village de Saint-Laurent-Plémy. Rien de moins. Car sans écriture, pas d'histoire. Jusqu'alors, écrire était considéré comme une perte de temps, et tout se transmettait de manière orale dans le village. Avec l'écriture, l'historien peut enfin commencer son travail. Troisième raison enfin, cette carte permet de maintenir un contact avec la famille et les voisins, avec qui on était habitué à travailler ensemble pour les labours, les moissons, etc.
moisson et labour qu'avec un courage admirable, les femmes, les anciens et les enfants ont effectué pendant l'absence des hommes. Avant de clore cette année de guerre, bilan au 31 décembre 1914. 316 758 soldats français tués en 5 mois, autrement dit 62 752 par mois, 2016 soldats morts chaque jour. Dans le prochain épisode, on fera le bilan chiffré de nos 2 régiments. On parlera aussi des chevaux, et tout particulièrement des chevaux de labour. Je vous expliquerai aussi pourquoi ces braves bêtes méritent qu'on s'attarde sur elles. Alors je ne vais pas encore avoir le temps de vous parler de ce casque que j'ai trouvé dans mon village de Saint-Laurent-Plémy. Je vais simplement en profiter pour vous dire que si vous voyez un documentaire où dès le début de la guerre, les soldats sont avec des casques d'acier, éteignez le programme, allez prendre l'air, lisez un bon livre. Car historiquement, les premiers casques d'acier arrivent sur le front pour les Français fin 1915 et pour les Allemands début 1916. Sur ce, Kenavo et à la prochaine fête.